Sunday Production. Ce qui est important, c'est d'avoir un espèce de trousseau de clés mental et d'avoir le plus de clés possible dans sa tête au moment de prendre le départ. C'est-à-dire, je vis telle situation, je sors la clé sommeil, la clé je mange, la clé je ralentis, la clé coup de fil à un ami, un petit peu. On peut aussi se dire, voilà, j'appellerai tant, et cette personne-là, elle sera mieux la nuit parce qu'elle travaille la nuit, donc je sais qu'elle sera mieux éveillée. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra-trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Le 20 juin 2024 marque le début d'une aventure ultra-ordinaire. Le départ de la Race Across France by Van Rissel, 7e édition. C'est bien plus qu'une simple épreuve de cyclisme ultra-distance, les anciens participants peuvent d'ailleurs en attester. C'est une célébration de l'endurance, de la camaraderie et de la découverte à travers les pays magnifiques de notre pays, la France, dans un périple épique à travers des kilomètres de route soigneusement sélectionnés par nos équipes. Quelle que soit votre distance, 2500, 1000, 500, 300 ou le nouveau défi nocturne de 200 km, chaque coup de pédale sera une étape vers des souvenirs inoubliables et des défis personnels surmontés. Un véritable point d'appui pour votre futur. C'est dans ce genre d'épreuve que nous découvrons notre véritable force intérieure. À tous les coureurs, à tous les participants, à nos précieux bénévoles, à tous ceux qui nous soutiennent, je vous souhaite une épreuve mémorable. Pendant 10 jours, nous vous présenterons un portrait d'un homme, d'une femme, qui a eu l'audace d'être au départ, et j'en suis convaincu, vous soufflera à l'oreille à la fin de cet épisode, mais toi aussi, tu en es capable. Bonne écoute et à très bientôt. Je suis avec Eric Leblaché aujourd'hui. Salut Eric. Salut Arnaud. Comment est-ce que ça va à quelques jours du départ ? Écoute, ça va très bien. Physiquement, je me sens bien, mentalement aussi. J'ai l'épreuve en tête. Pour l'instant, je touche du bois, il n'y a pas eu de problème, pas eu de gros problèmes ces derniers mois. Donc vraiment plein d'envie et plein de motivation pour cette Race Across France qui sera ma 5e. Alors on va partager tout ça justement, parce que ça sera ton 5e dossard au départ, effectivement. Donc, tu vas tenter de terminer, non pas pour la 5e fois, parce que, comme tu le sais, dans l'ultra-distance, il y a quelques imprévus. Donc, il y a une année où ça n'a pas marché. C'est ça. Tu vas nous en parler. Mais tu es aussi un habitué, puisque tu as remporté Race Across Paris il y a quelques années. Tu as à nouveau participé cette année. Bref, tu connais parfaitement nos formats. Mais tu as aussi un passé de cycliste professionnel. On avait fait un épisode ensemble sur Ultra Talk. Donc, on ne va pas refaire aujourd'hui ton parcours. Moi, j'invite toutes les personnes qui veulent écouter le premier épisode que l'on a fait ensemble il y a quelques mois maintenant sur le podcast Ultra Talk, allez écouter cet épisode où tu nous expliques justement ton parcours, l'accident que tu avais eu avec une jambe fracturée en 5 morceaux. Ça avait marqué beaucoup de personnes. Comment tu t'es reconstruit. Donc j'invite les personnes à aller écouter ton profil, aller écouter ton histoire. Puis tous les participants qui seront sur Race Across France auront un petit peu de temps pour le faire, le long de la route. Donc je vous invite à aller écouter l'épisode avec Eric Leblaché sur Ultra Talk. Mais l'objectif, c'est vraiment d'échanger avec toi, Eric, sur cette Race Across France, donc 7e édition cette année, mais aussi sur, puisque tu participes pour la 5e fois, son évolution, son esprit, ses valeurs, l'ultra-distance, comment tu te positionnes, quelles sont tes ambitions, puisque je me souviens très bien dans une des vidéos qu'on avait fait ensemble, où Karian t'avait interrogé à ton arrivée au Touquet, dans ce gymnase, je pense que c'était en 2020. Oui, c'est ça, ouais. Tu avais été un des premiers à avoir vraiment un énorme enthousiasme. Moi, ça m'a énormément marqué parce que tu as été vraiment un des premiers à me dire « Arnaud, ton concept, c'est un truc de dingue ». Et donc derrière, effectivement, ça n'a cessé de grandir. Tu nous as toujours fait confiance, tu as toujours été fidèle. D'ailleurs, je tiens à le dire aussi, un grand merci à toi pour ton support parce que la base de vie aujourd'hui, la base de vie numéro 1 sur ce parcours de 2500 km, mais on pourrait presque l'appeler la base de vie de Blaché, puisque je sais que ta famille participe beaucoup, tes amis, tes proches, les élus avec lesquels tu as communiqué pour que cette base de vie soit mise en place. Donc un grand merci à toi. Je vais te laisser la parole, Eric. Parle-nous, alors on va peut-être refaire les choses dans l'ordre. Est-ce que tu te souviens de cette première édition auquel tu as participé, donc finisher, tu découvrais vraiment le très très long, parce que tu étais habitué déjà au long, avec des belles performances, mais c'était quoi tes émotions sur cette première édition auquel tu as participé il y a quelques années maintenant ?
Eh ben, écoute, je dois être honnête, je suivais pas vraiment l'ultra distance en 2018 et 2019, et puis c'était pas vraiment un format d'épreuve qui m'intéressait, même si j'avais déjà fait quelques petites apartés en ultra distance sur les 24 heures du Mans, des choses comme ça en format individuel. Et puis un jour, j'achète Vélo Magazine. Je me rappelle, je suis en réunion au travail, au bureau, et puis je feuillette discrètement le Vélo Magazine et je tombe sur cette affiche. Et ça m'a paru impossible, en fait. Je trouvais que c'était incroyable. Ces gens qui faisaient ça, je vois la distance 2500 km, ça me paraît dingue. J'envoie un texto chez moi à ma femme et je lui dis, il existe une course de 2500 km. C'est incroyable ça. Elle me dit, ça c'est pour toi, faut t'inscrire. Le soir, j'étais inscrit. Vraiment, ça s'est Je me fait souviens, comme mais ça. c'est vrai qu'effectivement, tu avais pris quelques renseignements déjà en 2018, en 2019 sur les premières éditions. Je me souviens, on Exactement. avait échangé, mais tu n'avais pas encore franchi le pas de te dire, allez, là j'y vais. Et 2020, qui est une année quand même particulière, ça me semble, c'est paradoxal parce qu'en même temps, ça me semble très très loin, mais en même temps, c'était hier 2020, tu vois. Mais j'ai l'impression que on met tellement d'énergie dans cette épreuve qu'on a l'impression qu'elle existe depuis des années. Mais non, il y a encore énormément de choses à faire. Et donc bah, t'es au départ. Et comment ça se passe pour toi? La finalité, je dirais la fin, quand je suis arrivé, trouvé ça, j'ai trouvé ça bouleversant. En fait, j'ai eu l'impression d'avoir vécu un séisme dans ma vie sportive et dans ma vie tout court. J'ai vraiment eu cette impression qu'il y aurait un avant et un après. Euh, dans la gestion sportive, j'avais jamais connu ça, j'avais jamais connu si long le fait de s'arrêter, de dormir sur des bancs, de souffrir de douleurs que je ne connaissais même pas, des fesses aux appuis, aux mains. J'ai eu plusieurs semaines durant, après la Race Cross France, une espèce de petite paralysie à hauteur du bassin, un fourmillement en fait, des fourmillements. Et j'étais allé voir un spécialiste et je lui avais dit, bah voilà, je viens de faire la Race Cross France. Le mec connaissait et il m'avait dit, bah cherchez pas. Voilà, il m'a même pas fait payer le prix de la consultation. Il m'a dit, bah cherchez pas, votre corps, voilà, vous prenez cher sur une épreuve comme ça, vous prenez cher. Et donc ça m'a paru bouleversant et je me suis dit, non seulement il y aura un avant et un après, mais ensuite j'y reviendrai en fait. J'ai eu, je dirais, euh, parfois certains ont la vocation pour être curé quoi. Bah moi j'ai eu une espèce de révélation quoi en fait. Quand j'ai vu cette épreuve-là, j'ai vu le cheminement qui m'avait amené à être finisher et je me suis dit, bah c'est une évidence en fait. Voilà, ça devient une évidence. L'ultra distance et le format Race Cross France, parce qu'après on y reviendra peut-être, mais l'ultra distance, on met un petit peu désormais un peu tout, c'est devenu un mot un peu à la mode. N'importe qui crée une épreuve et appelle ça une épreuve ultra distance, mais Race Cross France, tout est formaté, tout est sécurisé, tout est sous contrôle, et ça change tout. Pour le participant, c'est non seulement très challengeant de faire l'épreuve, mais ensuite on s'y sent bien en fait, un peu comme dans une maison en fait, on s'y sent bien. Et c'est ça qui m'amène à y revenir chaque année, autant que faire se peut, parce que forcément on est tous dans nos obligations Bien sûr. professionnelles, familiales et autres. Hein, donc, mais les dates à chaque fois, ça tombe pile poil. L'année dernière, c'était quasi mort en fait. Et puis, alors là, vous allez sourire, mais c'était quasi mort, c'était même mort. Et puis, parce qu'on organisait un événement important sur la ville de Meaux. Et puis, réunion extraordinaire à la mairie. Et là, on m'annonce l'annulation de l'épreuve. Je crois que je suis le seul à sourire. Parce que je me dis, aussitôt dans Je ma me tête, je me souviens de ça, dis, effectivement. je vais être au départ. Je vais être au départ de Race Cross France. Et aussitôt, j'envoie un texto à tout le monde. Je dis, les gars, vous savez même pas ce qui arrive. Tout le monde est reparti tête baissée. Et moi, j'étais la plus belle nouvelle de la journée. L'événement est annulé. Je me souviens de ça. Tu m'avais envoyé un message tout de suite en me disant Arnaud, tu peux me préparer mon dossard, je serai là. Mais on va parler effectivement des épreuves d'ultra-distance, que tu participes à nos épreuves, mais tu fais aussi d'autres épreuves, donc tu as quand même ce regard aussi sur ce qui se passe. Moi, je me souviens de ta première édition, effectivement, ça t'a vraiment marqué. On le voit dans le témoignage d'ailleurs qui est capté en vidéo et qui est dans une de nos vidéos sur YouTube. Où tu dis, mais Oui. en fait, c'est un truc de dingue. On dort au pied des arbres, on se lève après 45 minutes, on dort dans des abribus, on repart, les gens nous prennent pour des fous. Mais c'est vrai que ça secoue hein, de le faire une première fois, d'aller au bout déjà, de terminer, de finir, de traverser la France. Hein. Enfin, on traverse la France. L'édition de cette année,
Enfin, on part du nord de la France, on va aller chercher l'océan Atlantique pour traverser les Pyrénées et arriver au bord de la Méditerranée, quoi. Enfin, c'est quand tu prends la trace et que tu racontes ça à quelqu'un, ça peut paraître le voyage d'une vie. Et certains le font en moins de 10 jours. Toi, probablement, tu seras dans des temps entre 6 et 7 jours cette année pour un dénivelé qui est le plus faible, je le rappelle, de toutes les éditions. Et c'est vrai qu'on a pris une petite habitude, Eric, ensuite, c'est que régulièrement, en fonction de là où je me trouve, je t'envoie des photos d'abribus. Je sais pas. Parce qu'en fonction, tu vois, et on met toujours des petits commentaires en disant, tiens, regarde, celui-ci, il a baie vitrée, il est fermé aux 4 côtés. C'est drôle, on charrie un petit peu sur ça. Désormais, les hôtels à Race Cross, ouais. Ouais, C'est ça, c'est ça. tout à fait vrai, mais la Race Cross France, je parle surtout du plus grand format, je dirais le 2500 km, c'est un espèce de voyage de soi à soi. En vérité, le classement est vraiment un prétexte à se challenger soi-même, mais c'est un reset. Moi, quand je prends le départ de la course, j'oublie tout. Je ne suis que sur Race Cross France pendant 7 jours. C'est souvent une question qui revient. Les gens disent, mais pendant 7 jours ou 8 jours, enfin peu importe, 10 jours au maximum, tu penses à quoi? Mais en fait, tu penses à la course du matin au soir, du soir au matin, parce que la trace, il faut être quand même très concentré, hein. Finalement, le parcours, il est indiqué sur un petit compteur GPS qui est quand même pas si grand que ça. On pense à la trace, on pense à ce qu'on va manger, on pense aux douleurs, on pense à si on mange là, du coup, il va se passer ça, on pense à il va falloir recharger, on pense à ce que font les autres aussi. On regarde au loin le concurrent, on regarde les paysages. Et on mesure sa chance. Moi, je mesure ma chance. Je me sens extrêmement chanceux d'être au départ de la course et d'avoir vécu déjà tout ça grâce à l'organisation. Je me sens extrêmement chanceux et je cultive cette différence-là. Je me sens différent parfois auprès d'autres, même d'autres cyclistes, même dans un repas avec des proches. Je me sens différent. Pourquoi? Parce que j'ai vécu des choses qui sont irracontables en vérité. Tu sais, quand tu rentres par le TGV et que tu arrives en gare et qu'on te dit c'était bien, comment tu résumes ça? Qu'est-ce que tu dis? C'était bien, c'est dur, ouais. hein. Ça, c'est très difficile. Ouais. Ce genre d'émotion, tu peux difficilement en parler à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Parce que tu vis des émotions tellement spécifiques, tellement difficiles à expliquer. Tu vois, tu pleures, par exemple, tu pleures dans une ascension. Mais pourquoi tu pleures dans une ascension, en fait? Mais il y a qu'un cycliste ultra-distance qui a vécu ça, qui peut comprendre pourquoi à un moment donné, tu as les larmes qui montent, tu peux pas les retenir, et puis tu profites du paysage. Alors que de manière classique, tu ne vas pas te mettre à pleurer parce que tu vois un beau paysage. Oui. Donc c'est surtout en fait une gestion des émotions qui est extraordinaire, parce que tu as les émotions d'une vie, dans une course comme celle-ci, qui est aussi longue, tu as les émotions d'une vie qui sont résumées en 6 jours, 10 jours, bref. En tout cas, dans ton aventure, tu vas avoir toutes les émotions d'une vie. Et ça, c'est extraordinaire parce que tu es complètement déconnecté de la réalité. C'est-à-dire que si nous, sur les bases de vie, on vous demandait « Tiens, Eric, tu passes là, on est à Anglette, ok, on est quel jour ?» Je suis quasiment sûr que tu vas mettre un temps de réflexion avant de nous dire « On est dimanche 23 », tu vois. Parce que tu es complètement déconnecté, tu es concentré, comme tu l'as dit, sur « Je dois me lever à telle heure, je dois faire tant de kilomètres pour atteindre le point suivant à peu près vers telle heure, je dois m'arrêter manger, je dois m'hydrater, et puis il faut que j'ai passé tel point avant tel jour. » Donc, tu es complètement déconnecté de la réalité. Est-ce que toi, tu as eu cette sensation-là déjà? Oui, complètement. Tu es déconnecté du temps, tu es déconnecté aussi de la distance. Quand tu pars t'entraîner, tu mesures ce que c'est que de faire 100 km ou de faire 200 km. Mais lorsque tu es sur l'épreuve, 200 km, 300 km, 400 km, tu n'as plus du tout la même gestion en fait. 300 km, ça te paraît proche, c'est à la fin de la journée ça. Donc finalement, dans une journée, je serais passé du kilomètre 300 kilomètre 600, ce qui paraît fou à le raconter à partir quand tu pars t'entraîner, tu dis pas je vais aller faire 300 kilomètres d'entraînement et ça va être assez simple quoi. Tu es complètement déconnecté de ça. Ouais, alors ça je me souviens très bien, on a vu une vidéo également, tu as été filmé devant le château de Chambord. C'était peut-être en 2020 ou 2021 peut-être. Ouais. Et on te pose la question, c'était au lever du jour, c'est vraiment au crépuscule, donc probablement un lever du jour magnifique comme on les connaît dans le cyclisme ultra-distance, avec ses couchers et ses levées de soleil qui sont juste mémorables. Et comme ça, on voit que tu as passé la nuit sur vélo, on voit que tu es fatigué, et tu réponds oh là là, je vais traverser la France en vélo, alors qu'avec ma femme, quand on part en vacances, je trouve ça super loin. Et là, je l'ai fait en vélo. Et ça fait sourire beaucoup de personnes. Et c'est vrai que l'ultra, tu es quand même un habitué, que ce soit en cyclisme,
Mais il faut quand même aussi le rappeler, tu es aussi un finisher de l'UTMB. Oui, 2 fois, oui. Oui, oui, Ah deux ouais. fois l'UTMB, 2 fois le Marathon des Sables, puis 2 fois la TDS aussi, Trail des Ducs de Savoie, qui est une des épreuves UTMB, qui est la deuxième après l'UTMB par elle-même. Et j'y reparticipe d'ailleurs fin août prochain. Donc c'est vrai que j'ai la chance de conjuguer un peu des épreuves à pied et vélo. J'ai fait aussi 2 fois la Lyon-Saint-Élion. Oui, 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 je connais ces émotions-là, mais elles sont différentes dans le vélo. Bon, parce qu'il y a entre autres hein, la notion de vitesse, mais il y a aussi la notion de sécurité quand même. C'est que dans tous les cas, il y a quand même une concentration qui doit être optimale toute la journée. Je dis pas qu'à pied c'est pas la même chose, mais à pied on peut quand même un peu plus divaguer. On peut à un moment être un peu sorti de la course et on va marcher un peu comme un robot. À vélo, il s'agit surtout pas de faire ça. Donc, euh, il faut quand même rester toujours lucide et conserver ça. Mais je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Arnaud. Je pense que la meilleure des façons pour vivre la race cross, c'est de lui donner un sens. Et ce sens-là, tu te le donnes avant le départ. Autrement dit, qu'est-ce qui t'amène ici? Pourquoi tu viens? Qu'est-ce que tu viens chercher? Qu'est-ce que tu veux? Quel héritage tu veux en garder? Qu'est-ce que tu veux rapporter en fait chez toi? On rapporte une médaille, on rapporte un t-shirt. Mais je vais te faire une confidence, je ne sais pas du tout ce que j'ai fait du t-shirt de l'année dernière. Par contre, je pense que mes proches peuvent me dire ce que j'ai ramené. J'ai ramené peut-être une quiétude, des certitudes, un apaisement. Peut-être que je leur ai donné envie. Je dis pas envie de faire la race cross, mais peut-être que je leur ai donné envie de. Moi aussi, après tout, je serais bien capable un jour de faire quelque chose d'un peu trop dur, d'un peu trop difficile. La douleur, ça me paraît fou. Bah, s'il l'a fait, peut-être que finalement, moi, quand j'ai des douleurs, c'est jouable aussi parce que lui, il en a vécu. Enfin, bref, Ouais, c'est le côté inspirant dont tu parles. C'est le côté c'est inspirant ça. et le partage de dire, bah, en fait, si lui, si elle, s'il y a dizaines de personnes qui ont réussi à le faire, parce que je rappelle, cette année, c'est un record d'inscription, plus de 1320 inscrits, enfin, c'est quand même quasiment le double de l'année passée. Enfin, faut juste remettre dans le contexte. Bah, pourquoi moi, j'y arriverais pas. D'ailleurs, sur le 300, on a beaucoup de personnes qui se sont challengées comme ça et qui n'avaient jamais fait une telle distance. Donc je te rejoins dans les moments d'après, c'est-à-dire qu'effectivement, pendant un nombre de jours, on est seul sur son vélo, mais quand on revient, ben forcément, il y a de la plénitude, il y a de l'apaisement parce qu'on vient de réaliser quelque chose qui est grand, hein, voilà, très clairement. Après, chacun y met les défis là où il a envie de les mettre, hein, mais faire 2500 km à vélo, même 300 quand on n'a jamais fait plus de 150 ou même 500 et 1000, chacun a son propre défi, ça apporte de la Chacun son plénitude. Everest. Voilà, ça apporte de la plénitude. Oui. Et forcément, derrière, ça a un impact sur toute la famille. Et ce genre de choses est juste, une fois qu'on l'a vécu, on le comprend et on a envie de le reproduire. Quel conseil, Eric, toi, tu donnerais aux personnes qui écoutent, qui sont sur le vélo actuellement sur Race Cross France, ou qui s'apprêtent à prendre le départ, puisque je le rappelle, cet épisode ouvre la série de 10 capsules, un épisode, un portrait par jour, pendant Race Cross France 2024. D'ailleurs, tu parlais justement de plénitude, de changement de vie, de les réponses à nos questions. Je vous invite à écouter demain l'épisode de Camille Albissé, qui est juste hyper inspirant et incroyable, qui est au départ du 2500 km également. Donc voilà, ça, c'est totalement dans ce que tu viens de décrire. Mais quel conseil, Eric, toi, tu donnerais aux personnes qui sont sur la première fois au départ de l'édition? La première des choses, je reviens sur ça, c'est de donner un sens à sa participation, de savoir pourquoi on est là. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui vous permettra de rester focus sur l'objectif si des difficultés arrivent. Je pense notamment au classement. C'est souvent une erreur qui peut être faite de vouloir se fixer un classement, de vouloir se fixer un délai. Je veux le faire en 6 jours, en 7 jours, en 8 jours. Et qu'est-ce qui se passe si on sent que ça va pas le faire? Et si j'en parle, c'est parce que je l'ai vécu. C'est parce que j'ai fait cette erreur-là aussi, moi. J'ai objectivé quelque chose et puis ça n'a pas fonctionné et j'ai pas su me remettre sur les rails et j'ai abandonné. Donc je sais très bien l'erreur qui avait été la mienne. Donc la première, c'est de bien savoir pourquoi on est là, de se détourner assez aisément du classement parce que le classement, il en restera pas grand-chose. On en parlait tout à l'heure en off, mais je sais même plus combien j'ai fait l'année dernière. 10, 12, 9, je sais plus, c'est autour de ça, mais je saurais pas vraiment dire. Ensuite, la deuxième chose, c'est de se sentir chanceux, de vivre l'instant présent et de se sentir chanceux parce que c'est extraordinaire d'être là.
c'est à vie, comme je dis souvent, et toute sa vie, tu te souviendras de ta participation, peu importe la distance, encore une fois. Ça peut être 300 km aussi. Se sentir chanceux et être enthousiaste. Toujours être enthousiaste et sourire. Je dis pas de sourire de manière hébétée, mais en tout cas d'être heureux d'être là. Et ensuite, je dirais aussi de toujours se maîtriser, se contrôler, de pas aller dans le trop loin. Ça veut dire de faire attention à ses temps de sommeil, de toujours être parfois, je me compare un peu à une marionnette, c'est-à-dire de toujours conserver les ficelles, toujours être maître de soi, ne pas tomber dans une dérive qui fait qu'on maîtriserait plus son alimentation, on maîtriserait plus du tout son sommeil, on maîtriserait plus du tout, je sais pas, son matériel, on continuerait alors qu'on a un pneu ou alors on n'a plus de chambre à air, par exemple. On a crevé 3 fois, on n'a plus de chambre à air, on se dit, oh, il reste 300 km, je vais le faire sans chambre à air. Non, alors, on vient sur la sécurité peut-être, mais en tout cas de toujours avoir l'impression d'être maître de soi-même. Et ensuite, le dernier conseil que je donnerais, il peut peut-être prêter à faire sourire, mais c'est d'avoir un après. Parce que une race cross, ça bouscule tellement que si derrière, t'as pas pensé à l'après, t'as pas pensé à ce que tu vas faire après, à un prochain objectif, à une prochaine envie, derrière, il y a un risque de vide sidéral. C'est Quand clair. tu rentres, bam, quand tu rentres, alors je vais pas dire parce que c'est un vilain mot qu'on pose dans notre société pour un oui, pour un non, mais il y a un risque d'état dépressif en fait, parce qu'il y a, bam, il y a plus rien en fait. Ça s'arrête brutalement quand tu franchis la ligne. Bam, il y a plus rien. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça fait des mois que je pense à ça. Ça fait des mois qu'on me parle que de ça. Qu'est-ce qu'ils vont comment je vais faire maintenant pour les épater, pour les challenger? Comment moi je vais me dépasser? Et donc il est très important et je le fais toujours. Moi, j'ai toujours un après. J'ai toujours une épreuve de prévu après. J'ai toujours un challenge, un projet personnel, sportif. Mais je le conseille vraiment de bien penser à ce qu'on va faire après et d'avoir une deuxième porte à ouvrir en tout cas. Voilà, que ce soit pas la finalité. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors, que ça soit pas la finalité, ça rejoint aussi à une interview que j'avais fait pour un magazine, c'est que l'ultra, quel qu'il soit, hein, en fait, ça ne se résume pas à un one-shot. C'est-à-dire que tu peux pas dire, je fais une épreuve d'ultra, j'en fais une et puis j'arrête derrière. Parce que déjà, tu vas beaucoup apprendre en faisant celle-ci. Voilà, tu vas beaucoup apprendre sur ton matériel, sur ta stratégie, ton sommeil, comment tu fonctionnes, comment ton mental fonctionne. Tu vas probablement même apprendre à te connaître toi-même, en tout cas un peu plus. Ça va te générer tellement de choses que c'est pour moi pas la bonne formule de se dire j'en fais une et j'arrête. Faut step by step. Après la distance que tu montes ou pas, ça c'est chacun voit midi à sa porte, on va dire. Mais en tout cas, je le vois plus comme dans un chapitre de vie que sur du one shot. Après, je reviens sur l'aspect sécurité parce qu'Eric, tu es un participant. Tu vas être au départ de la 7e édition pour la 5e fois. Donc tu as vu l'évolution et tout ce qu'on a mis en place autour de la sécurité. Et notamment le contrôle du matériel au départ, la règle qu'on peut appeler sommeil, mais en tout cas la règle repos également qu'on a mis en place. Comment tu as vu tout ça évoluer et quel est ton avis par rapport aussi à la masse qui est plus la même, hein. Je rappelle la première édition, il y avait 42 personnes au départ, 19 participants sur le 2500 km. Cette année, vous êtes 250 au départ sur le 2500 km, contre 140 l'année passée. Donc il y a aussi beaucoup plus de personnes, 75% sont des nouveaux pratiquants, en tout cas des nouveaux participants à une Race Cross Series. Et toi, comment tu vois les choses par rapport à ça? Est-ce que selon toi, on va trop vite, on va pas assez vite, on est dans le beau tempo pour que justement l'ultra-distance se développe de manière pérenne? Je ne vois que des points positifs à tous les volets sécuritaires que tu as mis en place, que vous avez mis en place. Rien n'a pu être remis en cause. Le contrôle du matériel, il fait l'objet d'aucun débat. Le matériel qui est obligatoire fait l'objet aussi d'aucun débat. Alors ça fait l'objet d'aucun débat, Eric, parce que tu as cette expérience de trail Oui. Et le contrôle du matériel dans le trail. Tu montes pas de blanche avant de ton départ sur les tables de dossard. C'est vrai. Chacun y pose son matériel, donc pour toi c'était logique. Mais quand on a imposé le matériel, ça ne s'était jamais fait dans le cyclisme ultra-distance. Et il y a eu quelques dents qui ont grincé. On a été légèrement, pas énormément, parce que la communauté est quand même bienveillante, mais quelques remarques. Moi, j'avais aucun doute du sens dans lequel on voulait aller. Mais voilà, tu vois, quand tu mets en place une règle comme le sommeil, hein,
Au début, c'est un petit peu discuté. Aujourd'hui, plus personne ne remet en cause notre règle autour du repos. Le sommeil et aussi la doudoune, par exemple. Bon, alors, c'est un petit détail, Et la doudoune, par la exemple. doudoune obligatoire, Effectivement. j'en ai encore entendu parler à Race Cross Paris, hein, de la doudoune obligatoire. Mais il faut quand même mesurer l'aventure que ça représente. Même Paris, hein, de partir faire 1000 km, moi j'ai mis 42 heures, je crois. Enfin, c'est tellement challengeant physiquement que ce matériel-là, il fait l'objet d'aucun débat. Et puis, encore une fois, c'est de bien savoir ce qui t'amène ici et de cultiver aussi ta différence. Attention, le risque, pour moi, enfin, le risque, c'est pas un risque, mais on va dire ce à quoi les organisateurs peuvent s'exposer avec 75% de novices, c'est que ce soit majoritairement des gens qui sont issus de la compétition et qui ont de la compétition, je dirais, FFC classique, et qui donc aient des réflexes, je dirais, de compétition. Autrement dit, qui pensent que la doudoune, mais moi, je vais jamais faire du vélo avec un anorak. Enfin, voyons, on fait pas du vélo avec un anorak. Enfin, je vais pas mettre des gants longs. Enfin, au mois de juin, on va pas mettre des gants longs, ça sert à rien. Moi, je vais jamais faire du vélo avec des gants longs. Enfin, que les réflexes ne soient pas ceux de l'ultra-distance. Et l'ultra-distance, c'est une discipline complètement à part. On n'est pas dans la course de vélo. Et j'ai autour de moi des copains, des amis qui viennent des compétitions classiques, qui sont allés sur l'ultra et qui, pour certains même, n'y ont pas forcément trouvé leur compte en fait, parce que ça leur correspond pas, parce que la sacoche avant, arrière, parce que manger n'importe quoi, n'importe comment, ne pas trouver d'alimentation qui leur convienne aux bases de vie, voilà, ça c'est des remarques qu'on peut avoir des gens, mais l'aspect sécuritaire que vous avez mis en place, pour moi, ne fait l'objet d'aucune discussion. Malgré tout, je pense qu'il est nécessaire de conserver l'esprit aventureux de l'ultra-distance, c'est-à-dire de conserver le côté dépassement de soi, et en ce sens, et c'est un avis personnel, de peut-être, par exemple, pas mettre non plus trop de bases de vie. Alors, les bases de vie, je comprends hein, complètement tout l'intérêt qu'elles ont pour les organisateurs, même pour nous, hein, parce que nous, c'est un terminus un peu, hein, on est content, hein, bam, ça fait des haltes en fait. Hein, on sait que le prochain arrêt il est là-bas, que le prochain arrêt il est là-bas. Mais c'est aussi un point de chute, et ce qui nous amène aussi à participer à ces épreuves-là, c'est le fait que on se retrouve un peu dans l'aventure, dans la vraie aventure. Et donc, trop se sentir en sécurité peut aussi un peu occulter cet aspect aventureux de l'ultra-distance. Alors, on n'est pas dans le trop actuellement, hein, je crois qu'il y a 6 bases de vie, donc il y en a quand même une tous les 400, un peu moins de 450 km, donc ça vous laisse quand même un peu de marge en solitaire. Mais peut-être qu'il faut veiller à pas non plus tomber dans trop de sécurité et trop de confort pour nous. Voilà, c'est Ouais, je comprends. un petit peu voilà, un petit peu pas mon envie, mais en tout cas ce à quoi j'aspirerais si j'étais organisateur, à conserver cet aspect un peu aventureux. Et par exemple, j'avais entendu parler que peut-être la race cross allait partir le matin. Et ben moi, je trouve ça chouette que ça parte le soir. Pour moi, c'est plus difficile une épreuve qui part le soir, c'est clair, parce qu'on va avoir toute la journée, parce que la remise des dossards, elle est le jour J uniquement. Donc, ça veut dire que le jour J, on a quand même les dossards, le contrôle des vélos, le briefing, etc., etc. Donc, on part avec une vraie journée dans les pattes quand même. Il va falloir pour certains quitter, enfin, c'est pratique tout ça, hein, mais quitter l'hôtel, aller avec nos sacs, etc. Donc, on va avoir une vraie fatigue au départ. Et ça, c'est plus difficile. Mais en fait, je trouve ça plus aventureux. Partir à la nuit, c'est ça. La race cross, c'est ça. C'est aventureux. C'est pas le départ à 8 heures. Pour moi, en tout cas. Et ça, je trouve ça bien que tu aies conservé un horaire un peu tardif qui vous met tout de suite en immersion, quoi. Voilà. Ouais, c'est un vrai univers, effectivement. Hein. Le départ le matin, on avait fait travailler notre spécialiste du sommeil sur ça. Et en fait, on s'est rendu compte, après avoir fait des études sur les participants des différentes épreuves Paris, Belgique et France l'année passée, qu'un départ le matin, les gens étaient tout autant fatigués, voire plus, parce que la nuit d'avant, on dormait quasiment pas. Ouais. Tellement stressés, tellement... donc les nuits étaient très courtes, le repos n'était pas vraiment là. Alors qu'un départ en soirée, t'as ta nuit effectivement, mais la nuit d'après, tu sais que tu vas la faire. Donc en tout cas, on avait fait plusieurs simulations pour essayer de trouver, les bons horaires, 2, la bonne règle qui ne soit pas trop... restriction, c'est-à-dire que s'arrêter à 4 heures toutes les 36 heures, on laisse cette plage de « je vais me challenger avec le sommeil »,
Mais en même temps, je ne vais pas sur 2 nuits sans sommeil, où là, on sait que c'est un danger avéré. D'après toutes les études qui ont été faites dans l'ultra, trail running, dans la voile avec des navigateurs, 2 nuits sans sommeil, là, c'est les hallucinations, c'est la prise de mauvaises décisions, l'irritabilité, la somnolence. Et là, le risque est beaucoup trop grand. Après 36 heures, tu peux te challenger avec la fatigue. Et on l'a bien vu l'année passée, quasiment tous les participants ont terminé en moins de 9 jours, alors qu'habituellement, ils arrivaient... on avait quand même pas mal de coureurs qui arrivaient le 9e jour, voire à la limite de la tranche horaire. Donc là-dessus, ça va plus vite en dormant plus, et c'est normal quand tu as... l'ultra-distance, tu sais, au tout début, il y a encore quelques années de cela, on te vendait l'ultra-distance comme quand tu es fatigué, tu t'arrêtes et tu dors dans le champ, et 2 heures, et après tu repars, alors que tu es trempé, c'est l'humidité qui t'a réveillé. Ça, c'est quand même, je dirais, fini. Aujourd'hui, tu peux faire de l'ultra en toute sécurité. Les meilleurs dorment dans des conditions qui sont quand même bonnes, ceux qui veulent aller très très vite. Et effectivement, sur ces bases de vie, aujourd'hui, on n'ira pas au-delà. C'est-à-dire qu'effectivement, on a 6 bases de vie le long du parcours. Le plus rapide, ça veut dire qu'il aura une base de vie par jour sur laquelle il pourra s'arrêter. Mais oui, on n'ira pas au-delà, et même que probablement sur le parcours de 2025, puisqu'il est déjà quasiment finalisé au moment où on parle, on aura probablement une base de vie en moins sur le 2500. Donc pour ce côté aventure. Mais il y a aussi ceux qui se lancent dans l'ultra, tu vois, sur le 300-500. Là, on est obligé de leur apporter un petit peu de support pour qu'ils puissent prendre confiance en eux, avoir leur repère. Et on essaie de trouver le bon équilibre. Et justement, Eric, dans la continuité de tout ça, sur ta participation à différentes épreuves d'ultra, mais aussi d'ultra-distance, quel est ton avis sur... là aussi, je ne sais pas si on peut dire l'explosion de la discipline, parce qu'effectivement, nous, on a beaucoup plus de participants, mais c'est aussi la tendance de manière européenne, voire internationale. Quel est ton avis sur justement cette communauté de cyclisme ultra-distance qui se développe ? Je vais revenir un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que il y a un phénomène de mode, c'est sûr. Parallèlement à ça, il y a le fait qu'il y a de moins en moins de courses en FFC. Je prends l'exemple en IFOLEP, en FFGT, je suis moins au fait, mais la Fédération française de cyclisme, il y a quand même de moins en moins de courses qui sont organisées pour diverses raisons. Et donc, un certain nombre de participants trouvent dans ces épreuves d'ultra-distance l'occasion de se challenger et d'avoir une raison de s'entraîner, une raison d'être. Ça correspond aussi à un phénomène sociétal parce que je pense que l'ultra-distance permet de faire moins mais mieux. On n'est plus désormais à l'époque où on courait tous les dimanches, où moi, mon papa, il a couru pendant une dizaine d'années, j'étais gamin, tous les week-ends, on était partis samedi, dimanche, mais il y avait des courses dans la région, en fait, et on sortait jamais au-delà de 30 km de chez moi, il y avait des courses partout. Maintenant, il n'y a plus de courses, ou pas beaucoup de courses. Donc, il faut aller faire une course à 150 km de chez soi, 200 km de chez soi, au prix de l'essence, enfin, on n'est pas comme dans le football, nous, on joue pas une fois tous les 2 semaines à la maison. Donc, l'ultra-distance permet de se fixer peut-être 2 ou 3 objectifs dans l'année, de concerner aussi toute la famille, parce que toute la famille, on essaie de la fédérer autour du projet, et donc de se libérer du temps aussi pour autre chose. Et donc, ça, c'est aussi ce qui a fait que les concurrents ont trouvé dans l'ultra-distance une façon de pratiquer le vélo en essayant de plus trop dégrader sa vie comme ce serait le cas si maintenant on devait courir, puisque encore une fois, maintenant, moi je prends l'exemple autour de Paris, j'habite à l'est de la région parisienne. Si je devais courir, je devrais faire 150, 200 km tous les week-ends, quoi. Donc ça, c'est plus pareil. Ensuite, je crois que les gens font un peu le tri dans tout ça. Il y a beaucoup de concurrents qui viennent une première fois, et c'est ce que je disais tout à l'heure, et qui ne reviennent pas toujours parce que ça correspond pas forcément à leur mode de pratique du vélo. Alors, il faut les laisser découvrir, mais c'est en ce sens aussi qu'il faut bien garder les valeurs de l'ultra-distance. L'ultra-distance, c'est ça. L'ultra-distance, c'est comme ça. L'ultra-distance, on est entre nous solidaires, on est bienveillants. Je peux doubler n'importe qui à n'importe quelle heure, dans n'importe quelle condition, que je lui dirai 1, bonjour, et 2, comment ça va, tu as besoin de quelque chose. Je ne sais pas faire autrement, tout le temps. Et ça peut être en pleine nuit, sous l'orage, quelqu'un crève, je passe pas à 40 km/h, je passe, je freine, je m'arrête peut-être pas, mais au moins, je m'arrête suffisamment, je freine suffisamment pour qu'il m'entende distinctement, lui dire ça va, tu as besoin de quelque chose, et s'il a besoin de quelque chose, on s'arrête.
l'exemple à la Race Cross Paris, Jérémy Régnier, qui est un des participants, j'ai vu d'ailleurs, qui est au départ du 2500 km. Après peut-être 3 ou 4 km, il a crevé le pauvre, dans un rond-point. Je le double assez rapidement, il y avait 2 concurrents à côté de lui pour l'aider à réparer. Ils étaient 3. Je me suis dit, il y a 2 gars qui se sont arrêtés pour l'aider à réparer le pauvre. Je pense que Jérémy était capable tout seul de changer la roue. Mais en fait, voilà, on n'allait pas le laisser dans la panade. Et moi, je me suis arrêté. En fait, j'ai vu, on n'allait pas être à 4 non plus pour lui changer une chambre à air. Mais voilà, s'il fallait s'arrêter, on s'arrêtait. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas de je perds du temps, il n'y a pas de... Tu sais, en ultra-distance, il y a aussi cette notion-là, c'est que c'est un petit peu comme en ultra-trail en vélo. Quand tu penses gagner du temps, t'en perds. Quand tu penses perdre du temps, t'en gagnes. Et lorsque tu assimiles ça, c'est très juste. Quand tu assimiles ça, eh bien, tu es déjà plus en paix avec toi-même, mais surtout, tu es dans le bon cheminement. Quand tu penses perdre du temps, t'en gagnes. Autrement dit, le sommeil. Quand tu penses que t'arrêter 2 heures pour dormir, tu es en train de perdre du temps, non, t'en gagnes. Parce que dans le sommeil, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu es fatigué, t'avances plus. Tu n'avances plus. Et les 40 derniers kilomètres de Race Cross Paris, 1000 kilomètres, pourtant je termine 3e, hein, ils m'ont paru interminables, presque, je vais même te dire presque à l'écœurement en fait, le ras-le-bol. Il a fallu plusieurs minutes, voire plusieurs heures pour que je me dise « Oh, c'était génial, c'était génial ». Et après, j'ai analysé ça. Je me suis dit « Mais pourquoi tu es arrivé et... non, pourquoi ça t'a pas plu en fait à la fin ?» Mais parce que j'étais mort, j'étais fatigué, je n'en pouvais plus, j'ai tout m'a lassé, d'une voiture qui s'approchait trop de moi. Quand tu es fatigué, tu n'avances plus. Et donc, si tu veux garder toujours ce plaisir-là, il faut garder le sommeil. Et ensuite, si tu as un peu de fraîcheur, tu avances beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. J'ai avancé, je crois que j'ai fait 18,7 km/h la dernière heure à Paris. C'est ça, oui, 18,7 km/h la dernière heure à Paris, sachant que c'est tout plat. Hein. On arrivait de par Compiègne-Chantilly, c'est tout plat. Mais j'avançais plus, en fait, je n'en pouvais plus. Donc, ces choses-là, que tu ne vis absolument pas sur une course FFC, font que certains peuvent se détourner de la pratique. Donc, moi, je vois ça comme une très bonne chose que des nouveaux pratiquants arrivent. C'est même exceptionnel, c'est extraordinaire, parce que ça amène un regard, une visibilité, des médias aussi, des partenaires, parce que l'ultra-distance a un coût et on essaie tous de trouver des fois des sources de financement pour pouvoir nous aider à participer. Mais chacun fait son cheminement ensuite et revient ou pas dans l'ultra-distance. Il trouve ou non son compte. Ouais, c'est vrai, je te rejoins sur ce que tu dis. C'est vrai, la lassitude, il faut la combattre, hein, parce que forcément, tu avances un petit peu moins vite, tout te paraît très très lent. Et en fait, je pense qu'une des clés quand tu fais de l'ultra-distance, c'est d'accepter d'être en sous-régime. À compter du moment où tu acceptes d'être en sous-régime, parce que sur des distances aussi importantes, tu peux pas être, sauf sur le 300, et quelques-uns arrivent à vraiment être efficaces, à avoir de l'énergie tout au long des 12 heures ou 13 heures quand ce sont les plus rapides. Mais sinon, c'est difficile de garder ta concentration pendant autant de jours, autant d'heures sur le vélo. Et donc, à un moment donné, tu bascules en sous-régime, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, tu n'avances plus. C'est plat. Sur une route, habituellement, tu roulerais à 40. Là, tu es à 18, 15 à l'heure. Et tu es au maximum de tes possibilités. Parce que tu n'as pas d'énergie, en fait. Il faut de la calorie, il faut du sommeil, il faut du repos. Et ça, il faut l'accepter. Et à côté du moment où tu l'acceptes, ça change ton expérience. Et puis, sur l'organisation des épreuves d'ultra-distance, tu l'as dit en introduction au tout début, c'est une grande mode. Il y a de plus en plus d'épreuves. Alors nous, effectivement, on le voit arriver. On en a discuté souvent entre nous. C'est assez compliqué pour... Alors, c'est pas que c'est compliqué pour nous, mais disons que, là, je m'adresse à d'autres organisateurs s'ils nous écoutent, c'est que faites bien les choses dans l'intérêt de l'ultra-distance. C'est-à-dire, déclarez vos épreuves aux préfectures. Nous, on passe par le ministère. C'est une personne, et là, je tiens un grand coup de chapeau à Florian qui gère ça pour nous. C'est 4 mois de travail, non-stop, chaque jour, avec des mairies. On traverse plus de 600 communes. Les mairies, les départements, les régions, le ministère, mais à toutes les autres petites organisations qui veulent faire une épreuve d'ultra, même s'il y a 20 personnes au départ, déclarez votre épreuve. C'est des questions de sécurité pour les participants. Mettez en place des services de sécurité également pour vos participants. Ne laissez pas partir vos coureurs comme ça, parfois même sans GPS aujourd'hui, même si depuis on voit quand même qu'il y a quand même du GPS, hein, voilà. Mais en tout cas, assurez vos épreuves, assurez vos coureurs, mettez en place un service de santé secours s'il y a quoi que ce soit qui arrive durant l'épreuve. Et tout ça servira l'intérêt de la discipline. Je sais que tu es aussi organisateur, Eric, d'événements sportifs pour la ville de Meaux, mais voilà, quel regard, toi qui participes aussi à d'autres événements, tu pourrais partager sur ça?
Eh bien, oui, alors c'est vrai que professionnellement, je suis amené à organiser des événements, mais je suis aussi un bénévole puisque je suis président d'une association, et tu l'as appelé tout à l'heure, qui va participer, j'espère activement à la tenue de la base de vie. Donc, moi, j'organise aussi une ultra-distance à pied. Alors, la distance est moindre, mais à pied, on fait quand même des distances qui sont moindres. C'est supérieur à 100 km, c'est de nuit, c'est mi-décembre. Et donc, l'aspect sécuritaire, moi, je ne transige pas du tout avec ça. C'est très, très important. Et j'ai pu bien, malgré moi, me rendre compte de la qualité de ton organisation. Et je le dis, et je te l'ai dit en face, et je le redis encore facilement, hein, puisque j'ai été victime d'une chute l'année dernière sur Race Cross Paris. Euh, j'ai chuté au début de matinée. J'ai été inconscient à peu près une quinzaine de minutes. Et j'ai été rejoint par le concurrent derrière qui a tout de suite appelé le point sécurité, qui a tout de suite appelé les pompiers. Les pompiers sont tout de suite arrivés. Mes proches ont tout de suite été prévenus. Le rapatriement de mon vélo, ça n'a pas du tout été un problème. Le soir même, mes proches récupéraient mon vélo à Chantilly. Donc tout ça, je sais que ça fonctionne parfaitement, et c'est un point indéniable à ma participation au Race Cross, c'est que j'ai quand même pas l'impression de partir n'importe où. Et puis c'est aussi sécurisant pour les familles. Bien sûr. Et puis j'ai aussi pu confirmer les dires que tu déclarais à toutes les communes, le passage de Race Cross, puisque j'ai l'énorme chance que la trace passe dans mon village. Alors ça paraît incroyable parce que j'habite un petit village, je peux le nommer, ça s'appelle Armentières-en-Brie, où il se passe ma foi pas grand-chose, hein, c'est 700 habitants intramuros. Et je vois la trace et je dis, mais c'est pas incroyable, mais on passe dans mon village. Et tout ça pour dire que en mairie, ils ont reçu le dossier de Race Cross. Donc, tous les important. villages traversés, et j'ai presque trouvé ça incroyable. Je me suis dit, mais waouh, le travail derrière, le village de 700 habitants. C'est un gros travail. Alors, je te rassure, Arnaud, ils ont dit qu'ils étaient d'accord. Ils ont émis un avis favorable. Bon village. On pourra passer à Armentières. J'en parle régulièrement, mais c'est pourtant la vérité. Il y a encore trop d'épreuves d'ultra-distance qui ne sont pas déclarées comme elles devraient l'être. Alors oui, c'est compliqué, je peux le connaître, hein, parce que les premières années de Race Cross France, moi aussi, j'étais pas dans les clous parce que j'étais en mode associatif, parce que j'avais pas de ressources. Mais je sais que nous, on a déjà échangé avec des organisateurs, on leur a même proposé de l'aide en leur disant faites-le, il faut le faire dans l'intérêt de la discipline, où eux nous avouaient ne pas le faire. On leur a dit faites-le, et on peut même vous aider si vous voulez. On est prêt à vous partager nos astuces, on peut vous accompagner, mais il faut déclarer. Mais l'aspect sécuritaire, pour moi, c'est important. Je ne referai jamais machine arrière parce que, et tu le sais, on avait échangé, on a connu aussi des moments difficiles sur l'épreuve. Oui. Et ça, il faut le gérer. Mais à partir du moment où ça touche la sécurité d'un coureur, il n'y a pas de discussion à avoir, en fait. Si tu rentres dans le business plan et les budgets, c'est un énorme coût, la sécurité sur Race Cross France aujourd'hui. Hein. C'est 5 chiffres et c'est pas la première dizaine, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, ça fait partie de la reconnaissance que on commence à avoir, que ce soit en France mais aussi à l'international, sur notre capacité à mettre les coureurs dans les meilleures dispositions pour qu'ils vivent une belle aventure. Et comme tu l'as dit, puisque tu as été victime d'une chute, et moi j'étais au poste de gestion opérationnelle quand c'est Régis Courteil qui avait appelé en disant voilà, j'arrive, Eric, il est inconscient sur le sol. Donc c'est vrai que tu as tout de suite le côté affect parce que on se connaît. Et quand on t'appelle en disant un tel est à terre, il n'est pas conscient, malgré tout, à ce moment-là, on était 3 au poste de gestion opérationnelle quand il y a eu l'appel de Régis, et on a effectivement tout de suite réagi avec les premières questions, ta mise en sécurité, c'est-à-dire bien signaler au véhicule qui arrivait que il y avait un coureur au sol, et puis derrière l'appel des secours, la gestion des secours, le rapatriement du vélo, parce qu'il faut penser aussi à ça. C'est qu'aujourd'hui, si vous avez et pas forcément une chute, hein, c'est-à-dire qu'on déclenche parfois les secours pour une personne qui est en déshydratation, c'est-à-dire qu'il se vide, il vomit. Donc si c'est pas un accident, mais il est tellement mal en point qu'on déclenche les secours, en France aujourd'hui, alors on sait aussi comment ça se passe à l'étranger, hein, puisqu'on organise des épreuves à l'étranger, mais en France, le vélo n'est pas pris en charge. C'est-à-dire que ça nous est arrivé parfois où un vélo, on connaît tous le coût d'un vélo aujourd'hui, eh bien on soit obligé de demander aux pompiers d'aller le cacher dans un buisson pas très loin pour que dans les 2 à 3 heures qui viennent, on soit en mesure de le récupérer. Mais oui, il y a toute cette prise en charge-là, et c'est pour ça que d'année en année, on s'est perfectionné, et qu'aujourd'hui, sur le 2500 km, il y a l'organisation, il y a le poste de gestion opérationnelle, et tout au long du parcours, il y a 2 vannes. On n'a pas de voiture balai, parce que ça n'aurait pas de sens, mais on a 2 vannes qui circulent, et aujourd'hui, avec les datas et vos GPS, on est capable de dire, dans une demi-journée,
dans une journée, le gros des participants se situera à peu près dans cette zone. Et donc, on va y faire positionner les véhicules pour, comme l'année passée au sommet de la Cayolle, on évite des drames, puisque ce véhicule de 9 places nous a servi de point chaud. Je pense que certains qui nous écoutent ont en tête ce moment-là, mais le véhicule de 9 places, on lui a demandé d'aller se positionner au sommet de la Cayolle, où il y avait des éclairs qui claquaient dans tous les sens, où le sommet était dans le brouillard, pour faire un point chaud aux participants, et ça a sauvé l'épreuve de beaucoup de personnes. Donc oui, on s'améliore d'année en année autour de cette expérience participant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on met vraiment une base de vie juste après le plus haut sommet, puisque il n'y aurait pas eu la ville de Guillaume et cette base de vie l'année passée au sommet de la Cayolle, on aurait probablement vécu des drames, très clairement. Et là, cette année, après le Tourmalet, il y aura la base de vie à Octave, qui vous sera présentée d'ailleurs, au moment où on parle, je sais qu'on va bientôt diffuser une présentation de cette base de vie par un coureur professionnel du team Décathlon. Mais voilà, on s'améliore d'année en année. Je sais que tu en as été le témoin, puisqu'il n'y avait pas autant de bases de vie quand tu es arrivé. On n'avait pas un poste de gestion opérationnelle aussi perfectionné. Il n'y avait pas de navette sur le parcours. Et la première année, il n'y avait même pas de base de vie du tout. Hein. C'était juste des points de départ, des distances, d'arrivée, mais il n'y avait rien d'autre. Je voulais parler du GPS. Je trouve aussi que c'est très bien le suivi GPS qui est proposé. Et puis, ça contribue aussi à créer une vraie émulation autour de nous, puisque les gens nous suivent. Exactement. Moi, j'ai des retours de proches, de très proches, qui me disent, mais à un moment, il faut même que je pose mon téléphone, parce qu'en fait, je deviens fou. Je regarde tout le temps. Pendant 7 jours, je passe mon temps sur mon téléphone à regarder où t'es. Et d'autres me disent, mais en fait, je voyage, c'est incroyable, je suis passé là, j'ai vu ça, c'est fou, t'as mis une photo de là, je connaissais pas, et c'est très addictif. Et puis, c'est vraiment joli en fait à suivre et on se rend compte et c'est presque inspirant de suivre ce fameux point GPS qui se balade, qui traverse toute la France. Voilà. Parce que certains vont se coucher le soir, se lèvent le matin en disant voilà, il a parcouru tout le département dans la nuit, ou alors il était là, il a roulé toute la nuit, il se retrouve ici, ou ce matin quand je suis parti au taf, je suis parti au travail, il était ici, j'arrive le soir, il a déjà fait 400 km, mais c'est incroyable. Donc oui, c'est addictif et c'est impressionnant. Ce suivi live, ouais, c'est vraiment un point majeur même dans nous, dans la considération qu'on fait de nous dans le cadre de l'événement, en fait, parce que on se rend mieux compte, en fait, avec un suivi GPS de ce qu'on est en train d'essayer d'accomplir. Je dis toujours d'essayer parce que la finalité sur une race cross sera toujours d'être au bout. C'est toujours d'aller à terme. Moi, on me le redit encore, c'est quoi? Ton objectif, c'est pas de terminer. Tu l'as déjà terminé 4 fois. Non, je vous assure, mon objectif, c'est d'aller au bout parce que j'ai connu l'abandon et j'ai connu le fait de ne plus en vouloir et de ne plus en pouvoir. Je sais ce que c'est et donc l'abandon, c'est une vraie possibilité. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut conscientiser et j'invite tout le monde à le conscientiser. L'abandon, c'est une vraie possibilité. Bien sûr, c'est 25%. Sur le 2500 km, c'est 25% de nos participants. Pour moi, c'est une vraie possibilité. Voilà, j'occulte pas. Par contre, ce qui est important, c'est d'essayer d'imaginer, d'avoir un espèce de trousseau de clés mental et d'avoir le plus de clés possible dans sa tête au moment de prendre le départ. C'est-à-dire, je vis telle situation, je sors la clé sommeil, la clé je mange, la clé je ralentis, la clé je ne sais pas, la clé coup de fil à un ami, un petit peu. On peut aussi se dire, voilà, j'appellerai tant, et cette personne-là, elle sera mieux la nuit parce qu'elle travaille la nuit, donc je sais qu'elle sera mieux éveillée, parce que parfois le coup de fil à un ami la nuit qui est aussi endormi que vous, ça va rien. Et j'ai connu ça des fois. J'ai connu ça. Vous appelez quelqu'un, il est aussi endormi, vous repartez, vous êtes encore plus endormi en fait. Et donc il faut avoir ce trousseau de clés. Et moi, je l'ai pas eu lors de cet abandon-là, en pleine nuit dans le col de la Colombière. Ça n'a plus été. J'ai pas su trouver la ressource. J'étais plus dans mon plan de vol. Et puis j'avais fait une erreur. Et je conseille aux participants de ne pas la faire, bien sûr. C'est que j'avais, pour le coup, imaginé. J'en parlais tout à l'heure, mais j'avais imaginé trop à court terme. Et j'avais imaginé partir en vacances le samedi, je crois, et j'avais imaginé arriver le vendredi. Et lorsque mon plan de vol s'est décalé parce que j'étais moins rapide que prévu, je me suis dit, ah mince, ça va occulter les vacances, ça va tout décaler, etc. Et ça m'a tout fait dérailler. C'est pourquoi, depuis 2022, rien ne se passe dans ma vie
avant le dernier jour de la race cross, c'est-à-dire 10 jours. Tu nous donnes 10 jours pour faire la course, je me donne 10 jours et pendant 10 jours, il n'y a rien d'autre dans ma vie. J'ai dit tout à C'est assez l'heure, intéressant ce je, que tu dis. Ouais. je pars, C'est je intér- ne pense à rien et je ne réserve rien. Je m'accorde puisque je suis parti jeudi à 21h01:30, je m'accorde jusqu'au dimanche d'après 21h01:30. Il n'y a rien d'autre qui existe. Parce qu'autrement, ouais, c'est intéressant. Ouais. mentalement, tu vois, tu dérailles. Il est impossible de savoir combien de temps tu vas mettre quand tu prends le départ d'une course de 2600 km. Impossible. Donc ça, très très important pour tout le monde. Rien n'existe d'autre que la RAF avant 10 jours net, franc. C'est intéressant parce qu'en termes de logistique, et t'es pas le seul, Eric. Hein, on a échangé avec plusieurs personnes qui, effectivement, dès qu'il y a un petit truc qui déraille, eh bien, ça gamberge énormément. Si j'abandonne ici, comment je vais rentrer, comment je vais récupérer mes sacs et mes drawbags, à quel moment je vais avoir l'information. La logistique perturbe énormément. Donc oui, c'est vrai que tu as raison. Ça, il faut vraiment se préparer mentalement avant, de pas faire des plans sur la comète. J'ai réservé à tel endroit, j'ai réservé après, j'ai réservé avant, mais je vais arriver en retard. À quel moment? Vous avez la possibilité aujourd'hui sur Race Cross France d'être accompagné à distance, moi ce que j'appelle des routeurs, comme dans la voile, des personnes qui, à distance, peuvent soit effectivement vous aider à lutter la nuit, ou en tout cas à penser à autre chose qu'une douleur la nuit, et donc à l'appeler, mais aussi à vous dire, ben voilà, ton hôtel à tel endroit c'est ouvert jusqu'à telle heure, la petite brasserie qu'elle a, ben, elle est ouverte jusqu'à telle heure, donc tu peux arriver à 18h, t'inquiète pas, ça sera ouvert. Vous avez la possibilité d'être en communication, alors que certaines autres épreuves, je pense notamment à la TCR, qui est une épreuve magnifique, qui a été une épreuve pionnière dans l'ultra-distance, qui est à l'opposé de ce qu'on fait en termes d'assistance aux coureurs, d'autonomie, de bikepacking, à l'opposé de ce qu'on fait. Eux, dans leur règlement, c'est l'interdiction de la moindre entraide entre les coureurs. Donc quelqu'un qui crève sur le bord de la route, bah, tu as l'interdiction de t'arrêter, sinon ils sont tous les deux disqualifiés. Moi, je ne comprends pas cette règle parce que tu isoles vraiment le coureur. Puis il n'y a pas du tout d'entraide entre les coureurs. Le mec s'arrête, il te donne une chambre à air, ça ne va pas changer la vie, si ce n'est que ça va te permettre d'avancer. Et là, ça peut te la changer, par contre, de terminer l'épreuve. Mais également, interdisent les routeurs, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'avoir d'appel extérieur. Pour moi, c'est utopique de se dire que le coureur n'aura pas l'information en 2024 de son classement, de la météo, donc nous, on l'a autorisé très rapidement. Au final. Mais tu ne le contrôles pas. C'est impossible à contrôler. Impossible à contrôler. Et puis, il y a une chose, Eric, que j'aimerais qu'on parle, parce que je sais que tu es challengé par le temps aussi, c'est le kit éducation. Et oui. Depuis 2 ans, et bien sur la ville de Chantilly, on a mis en place il y a 2 ans en fait, un kit éducation qui permet, avec 15 fiches signalétiques, de partager qu'est-ce que Race Cross Series auprès d'enfants qui vont de CE1 à CM2, associé parfois, comme ça va l'être, à la ville de Mandelieu cette année, où il y aura une initiation à la pratique du vélo à 200 enfants. Donc le vendredi 28 juin à Mandelieu. Et bien toi, tu participes gentiment et tu viens rencontrer depuis 2 ans les élèves, les enfants, pour leur partager ton parcours, mais aussi ton vélo, comment il est équipé, à quoi ça sert. Voilà, quel mot tu peux mettre sur ces expériences-là? Oui, alors j'ai découvert ce kit un peu par hasard, hein, lors d'une publication que vous aviez faite, et puis j'ai trouvé ça inspirant, et puis je me suis dit que ça s'inscrivait dans une volonté de partager et de montrer au plus grand nombre ce qu'est le cyclisme ultra-distance, et puis essayer de faire un petit peu transpirer ce qu'on vit. Donc oui, j'interviens depuis 2 ans à Chantilly, mais j'interviens aussi à titre personnel autour de chez moi. Donc je suis intervenu dans un certain nombre d'écoles avec ce petit kit-là. Et puis je dois même avouer que je l'ai dupliqué un peu bénévolement, puisque, donc je l'ai dit tout à l'heure, j'organise une épreuve ultra-distance en décembre qui s'appelle la Grande Ourcq, et j'ai créé un livret pédagogique un petit peu en reprenant cette idée-là, parce que, encore une fois, je trouve que c'est une idée de génie parmi d'autres que tu as eues. Et ce livret-là a été téléchargé des centaines de fois autour de mon bassin de population, et donc les gens ont beaucoup adhéré au principe de faire connaître le vélo, les émotions, la géographie, parce que dans ton kit, on parle histoire, on parle géographie, on parle sécurité, on parle alimentation. Et donc, bien sûr, moi, j'invite le plus grand nombre de participants à partager un petit peu ce qu'il a fait. Et partager, c'est pas forcément raconter sur ses réseaux sociaux son épreuve, mais plutôt
plutôt essayer d'inspirer. Et pour inspirer, bah, c'est aller voir le plus grand nombre, c'est aller voir les enfants, leur parler sécurité, leur parler environnement. Voilà, on parle environnement puisque cette année, eh bien, pas de gobelets sur les bases de vie. On est avec notre petit Eco-Cup. Ça aussi, j'ai vu à Paris des participants me dire, mais ça sert à rien, on prend un verre, Eco-Cup, comment ça, il n'y a pas de gobelet. Ben oui, en fait, ça coule, nous, dans le trail, ça coule de source, en fait, d'avoir les cock-up Exactement. et on se pose pas la question. Donc ça, c'est des choses aussi, c'est presque un principe d'éducation. Et essayer d'aller rencontrer des enfants, c'est très bien. Mais tu sais, ce livret-là, il est même parti plus loin, puisqu'il est même parti dans des EHPAD. Je dois t'avouer il y a des gens qui l'ont utilisé aussi dans des EHPAD, qui ont montré à un public senior la Ah, pratique de génial. l'ultra-distance. Mais bien sûr, c'est génial. En fait, ce livret-là, il se destine à qui veut s'accaparer du sujet et c'est une chance, c'est une opportunité. Moi, je me sens extrêmement chanceux et enthousiaste, mais j'invite vraiment chacun à cultiver cet enthousiasme et cette différence. Cultivez votre différence. La Race Cross France rend différent, vous rend différent. Cultivez-la. N'ayez pas peur d'être différent, n'ayez pas peur d'être un autre, en fait. Pour moi, c'est un vrai point d'appui, hein. N'ayez pas peur d'être un autre dans la vie. Moi, je crois qu'on n'a qu'une vie, sauf erreur de ma part, on ne connaît pas sa date, on n'est pas un yaourt, donc on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et donc, cultivez votre différence. N'ayez pas peur d'être perché. Voilà. Je souris, mais J'aime bien la ça. Race Ça, Cross j'aime France, bien. ça rend perché. Ça rend perché, bien sûr, ça rend perché, ça rend un peu à part. Là, je m'apprête à poser 10 jours de congé. Tu vas faire quoi? Je vais faire 2600 km de vélo. Mais tu vas où? Tu vas dormir comment? Je sais pas. Je vais dormir peut-être par terre. Mais comment on me prend un mec perché, en fait. C'est un marginal, ce gars. Mais ça me va très bien, en fait. Et pour moi, vous êtes, je te l'ai déjà dit, mais en fait, tous ces bénévoles, tous ces gens, tous ces organisateurs, et tu es le boss. Moi, j'estime que vous êtes des marchands de bonheur, en fait. Vous êtes des gens qui nous donnent du bonheur. Et par les temps qui courent, une personne qui peut dire qu'il rend heureux des gens et que grâce à lui, il change la vie de centaines et de milliers de participants bientôt, moi, je trouve ça incroyable, en fait. Je trouve que vous rendez enthousiaste avec peu, en fait. Vous cultivez des valeurs de minimalisme, de se réjouir plutôt que se contenter, enfin, de solidarité, de partage, tout ça, c'est formidable. Et c'est ce qu'on va aussi, nous, essayer c'est des émotions qu'on va essayer de retranscrire sur la base de vie. Alors, on a préparé des crêpières, on va vous préparer des crêpes, vous allez voir, on va vous préparer des tas de crêpes par paquet de 3. On a aussi, vous avez acheté un petit cadeau, un petit serre-poignet jaune, et puis on espère qu'un plus grand nombre de participants portera ce petit bracelet jaune tout au long de la course. Ce sera un petit peu son porte-bonheur. On va essayer d'être fiers de vous, mais aussi d'être inspirés. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de bénévoles qui vont être là et qui trouvent que vous êtes incroyables, en fait, que les participants sont des gens incroyables. Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à toi, Arnaud. À un moment, je pense qu'il faut quand même appeler achat à achat. Je l'ai dit assez rapidement en 2020. J'ai dit, toi, tu as changé ma vie. C'est une idée de génie. D'ailleurs, c'est une expression Je me que souviens, je t'ai souvent dit effectivement. et je dis souvent idée de génie. Et c'est rare quand même quand tu dis à une personne, toi, tu as eu une idée de génie. Et la Race Cross France, pas mieux. Je me souviens de ce moment-là, Eric. Je me souviens de ce moment-là. Alors, un grand merci pour tous ces mots. C'est vrai on a parlé beaucoup des participants qui faisaient de l'ultra, qui, à un moment donné, chialaient sur son vélo. Bah oui, effectivement, moi, en tant qu'organisateur, vous me procurez également énormément d'émotions. Il y a eu des larmes de tristesse, oui, c'est arrivé une fois. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de larmes de joie, où je me cache un peu parfois, mais où je garde mes lunettes de soleil même, tu vois, sur la ligne d'arrivée. Mais il y a beaucoup de moments d'émotion où j'ai les larmes, très clairement, parce que c'est exactement pour ça que j'ai créé cette épreuve il y a maintenant 7 ans. C'est exactement pour vivre ces moments-là. Donc ça, c'est top. Mais j'ai aussi la chance d'être entouré par une équipe de volontaires extraordinaire. La première année, on était 5 volontaires pour 10 jours d'épreuve. Je vous laisse imaginer l'état dans lequel on a fini. Où on devrait parfois nous aussi s'appliquer la règle du sommeil. Mais là, cette année, j'ai une équipe qui s'améliore d'année en année, qui s'étoffe. D'ailleurs. Bah, la base de vie était chez Ta mes parents. famille, Hein. ouais. La base de vie était sur la terrasse de mes parents. À Guignon, où on repasse, maintenant on a le stade. Donc voilà, c'est mieux. Mais oui, aujourd'hui, on a plus de 100 bénévoles sur l'épreuve. Donc Benoît, Marie ont fait un travail extraordinaire. J'ai une chance, mais énorme en fait. J'ai une chance énorme.
c'est d'être entouré par une équipe extraordinaire. Et puis, il y a aussi Bertrand qui fait le kit éducation avec nous. Bertrand qui travaille aussi beaucoup sur le kit éducation de la Transat Jacques Vabre. C'est aussi comme ça que ça nous est... on a été inspiré par la voile pour travailler sur ce kit éducation. Donc voilà, plein de belles idées, plein de bons moments. Je te laisse le mot de la fin, Eric. Au moment où on se parle, Race Cross France 2024 n'est pas encore lancé. Au moment où est diffusé l'épisode, on va être à quelques heures du départ du 2500 km que vous pouvez suivre en live sur racecrossseries.com et vous verrez tous ces petits points GPS qui vont se déplacer à travers la France. Et je te laisse le mot de la fin, Eric. En tout cas, un grand merci à toi pour ta disponibilité. On va se croiser bien évidemment au départ. Plein de bonnes choses et puis surtout, je t'attends sur la ligne d'arrivée. Moi, je voudrais dire à tous les participants de croire en eux et même à ceux qui ne sont pas encore participants et qui peut-être vont être inspirés et vont se dire et pourquoi pas moi. Croyez en vous, c'est pas quelque chose d'impossible. Il faut juste croire en soi et se donner les moyens, se donner l'envie, la détermination. Je pense que si vous êtes déterminé, si vous y croyez, si vous avez envie, si vous êtes enthousiaste, alors c'est possible. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, c'est de se sentir chanceux. Chanceux d'être là, chanceux de vivre cette situation, de s'en être donné les moyens. Voilà, soyez fiers de vous et estimez-vous chanceux d'être là. Et puis, la troisième chose, c'est de bien penser à vous pendant la course. De pas à un moment se donner un objectif dans l'objectif. Parfois, il peut être tout bête. Vous commencez à voir au loin un participant et puis vous faites la course avec lui, une pseudo-course en fait. Et vous faites la course à la base de vie, il repart, mince, vous repartez aussi parce que du coup, vous allez vous retrouver tout seul dans la campagne du côté de Guignon. Et ça, c'est une erreur qui peut avoir des répercussions très, très importantes pour la suite. Donc, toujours penser à soi, ne pas se détourner. Lui, il s'arrête de dormir. Vous n'avez pas envie de dormir, c'est pas un problème. Par contre, si vous avez envie de dormir et que lui dit non, moi, ça va très bien, alors arrêtez-vous de dormir. Toujours conserver, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'impression de garder les ficelles, d'être maître de soi. Et puis enfin, je souhaite à tout le monde d'être finisher et de pouvoir, comme je dis, ramener ce bout de bois, puisque le trophée n'a pas changé, c'est un bout de bois. Et les copains, d'ailleurs, savent très bien le hashtag que je mets quand je termine une épreuve de race cran, je mets bout de bois forever. Et ça veut tout dire. Ils savent très bien ce que ça veut dire. Et parfois même, on me met ce hashtag bout de bois forever. Et parce que ces bouts de bois-là, voilà, c'est les seuls bouts de bois. Il n'y a pas de cheminée chez moi. C'est les seuls bouts de bois que j'ai. Et ça, c'est invendable. Je ne donne pas, je ne prête pas. Ça part pas ailleurs que chez moi. C'est bout de bois forever. Et en fait, c'est tout ça pour un bout de bois. Voilà. Tout ça pour un bout de bois, mais j'en rêve. Je rêve d'un bout de bois dans quelques jours. Eh bien, écoute, on vient de lancer un nouvel hashtag officiel, bout de bois forever. Voilà, on le mettra désormais dans la communication. Je vais transmettre ça à Guillaume. Un grand merci à toi, Eric, pour ta dispo, merci, pour tout ce partage. Je pense que beaucoup de personnes qui nous ont écoutés sont sur le vélo ou à côté, également, qui sont suiveurs de l'épreuve, vont te faire des retours. Je te souhaite tout le meilleur. Je te dis à très bientôt au moment où on se parle. Et puis au moment où diffuser l'épisode, on a quelques minutes du départ. Donc, tout le meilleur. Vive l'ultra-distance, vive Race Cross France. Et puis à très bientôt à tous pour un nouvel épisode. Rendez-vous demain avec Camille Albissé, qui est également sur le 2500 km et qui fait partie de ces filles qui osent se lancer sur une telle aventure. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Merci. Soyez heureux. Alors cet épisode, il vous a plu ? Merci de partager l'histoire de mon invité à votre entourage. Par WhatsApp, c'est hyper simple, mais aussi sur les réseaux. Il le mérite, non ? Et en plus, cela permet au podcast de se faire connaître un peu plus chaque jour. Merci beaucoup pour cette attention et à très bientôt pour une nouvelle histoire vraie. La vôtre, peut-être un jour d'ailleurs. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.